toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur le droit en agriculture. On pourrait parler du droit de l'entreprise agricole. Alors, avant d'aller plus loin, il faut savoir que cette vidéo va être axée par le biais de trois branches. Le droit du travail, le droit des sociétés et le droit rural. Alors, le monde rural comporte beaucoup de spécificités et a notamment son propre code qui est le code rural et la pêche maritime. Et ça comprend aussi le code forestier qui est mis à jour chaque année en fonction des différentes propositions de loi et des différents projets de loi. Alors, on va commencer par s'intéresser au droit du travail en agriculture. Alors, vous avez une diapositive qui est relativement dense. C'est en réalité ce qu'il ne faut pas faire, mais j'ai fait le choix de le faire pour éviter de multiplier les différentes slides. Alors, le droit du travail, il a évolué ces dernières années en agriculture parce que maintenant, l'agriculture possède une convention collective à l'échelle nationale qui permet d'apporter un plus aux salariés agricoles. Ah, c'est quoi une convention collective? Une convention collective, c'est un complément du droit qui qui va systématiquement dans le sens et dans l'intérêt des salariés. Bien sûr, on a le code du travail qui réglemente le tout, mais on a la fameuse convention collective, mais on peut aussi avoir des accords d'entreprise, mais ça serait plutôt dans les PME, et je pense des PME dans le domaine viticole et arboricole, chose que vous retrouverez peu dans le domaine des polycultures et de l'élevage. Et vous avez aussi ce qu'on appelle dans le droit la jurisprudence, dans le cadre juridique. La jurisprudence, ce sont les décisions de justice antérieures qui peuvent permettre d'apprécier le droit, parce que des fois, des conflits s'opèrent sans qu'il y ait de textes qui permettent de cadrer le problème juridique. Alors, allons maintenant voir les contrats de travail en agriculture. Comme dans tous les autres secteurs d'activité, on retrouve le CDI, le contrat à durée indéterminée. Alors, ces contrats peuvent bénéficier de périodes d'essai qui varient en fonction du statut, si on est simple ouvrier, ouvrier qualifié, technicien ou voire cadre. Dans les CDD, on retrouve les mêmes CDD que pour les autres secteurs d'activité. Et les deux principaux CDD que l'on retrouve, c'est les CDD pour accroissement temporaire d'activité ou pour remplacement. Sachant qu'un CDD ne peut durer que 18 mois. Et un CDD ne peut pas faire office de grande période d'essai. Ça, c'est illégal. Alors, on a aussi en agriculture une spécificité qui s'appelle le TESA, le titre emploi simplifié agricole, qui a la particularité d'être simple à créer sur Internet, sur le site de la MSA, et vous avez, une formalité à faire au lieu de 11 formalités en temps normal. Et depuis peu, nous avons le TESA+, si je ne me trompe pas, qui fait office aussi de contrat de travail pour les CDI. Mais là, je vous avoue que lorsqu'il s'agit de CDI, même un CDD longue durée, j'encourage plutôt les gens à s'orienter vers des services juridiques, soit à la Chambre d'agriculture, soit dans des centres de gestion. Et chose que je n'ai pas précisé, le CDD TESA a une durée limitée de 3 mois. La durée de travail. La durée de travail en agriculture, c'est comme tout secteur d'activité, 35 heures. 35 heures, mais comme dans tout autre secteur d'activité, on peut avoir des heures supplémentaires qui montent à 44 heures. On peut même avoir des pics à 48 heures semaine à partir du moment où sur les 12 semaines lycée, on est en moyenne à 44 heures par semaine. Et exceptionnellement, et là ça va être le cas à l'automne, avec les vendanges, par exemple, il y a la possibilité, par des dérogations et une demande auprès de la Directe, l'inspection du travail, on a la possibilité de monter à 60 heures par semaine. Alors la rémunération, elle est cadrée par la loi, notamment avec le SMIC, mais elle est aussi cadrée par la convention collective qui permet de rémunérer maintenant un salarié par rapport à son niveau de compétence et sur sa fiche de poste lorsqu'il signe son contrat. Il va de soi qu'on ne peut pas embaucher un responsable d'exploitation au SMIC. Ce n'est pas possible d'un point de vue réglementaire. Pour la santé et la sécurité au travail, on a différentes normes à respecter, notamment le document unique, ce fameux document unique qui permet de repérer et de répertorier dans un document toutes les zones de risque dans l'entreprise
qui seraient susceptibles d'engendrer des accidents du travail. Attention, c'est vraiment important d'avoir ce document unique. Et bien sûr, chose que je n'ai pas précisée, il est important de travailler avec des EPI, des équipements de protection individuelle, mais aussi avec du matériel conforme aux normes de sécurité. Je pense par exemple aux cardans de prise de force qui doivent être protégés. Pour finir, la rupture du contrat de travail, elle peut s'effectuer avec trois modalités. Soit une démission, mais une démission ne donnera pas la possibilité d'avoir des droits au chômage. On peut avoir une rupture conventionnelle qui est un accord entre entre l'employé et le patron. Et on a aussi le licenciement, soit pour faute grave ou soit pour raison économique. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là, vous avez une spécificité sur le TESA. Le TESA, donc comme je l'ai dit, c'est 3 mois, qui a l'avantage de permettre d'avoir une simplicité dans la constitution du contrat de travail et d'apporter beaucoup plus de souplesse. Sur la durée de travail, je vous ai mis des spécificités aussi, comme je l'ai précisé. Donc moi, je vous encourage à mettre cette slide sur pause pour pouvoir lire tranquillement ce qu'il y a d'écrit. Et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez passer à la diapositive suivante dans la vidéo. Alors maintenant, on va s'intéresser aux droits des sociétés. Et on va s'intéresser pour commencer à l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle est en fait une caractéristique particulière. Déjà, c'est l'entreprise que l'on voit le plus souvent en agriculture. Il n'y a pas de société. Il n'y a pas de distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé. Ce qui fait que naturellement, en fait, l'agriculteur se retrouve à mettre en garantie indirectement l'ensemble de son patrimoine privé. Il est à noter que depuis 2022, la résidence principale est protégée même en entreprise individuelle. Mais quand même, il faut faire attention à ce statut juridique parce qu'il met beaucoup de responsabilités sur le patrimoine privé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi créer une entreprise individuelle, d'autant plus si c'est le modèle d'entreprise le plus répandu en agriculture? Pour 2 raisons. Principalement parce que c'est simple à créer et peu coûteux. Et deuxièmement, je pense parce que lorsqu'on crée une entreprise agricole à 20 ans, et je pense aux jeunes, on n'a pas forcément de patrimoine, on n'a pas de maison. Auquel cas, quel est le risque que l'on a en entreprise individuelle à partir du moment où le seul patrimoine que l'on a, c'est notre entreprise? La problématique se posera dans un second temps lorsqu'il y aura éventuellement une vie de famille qui se mettra en place avec l'achat d'une maison. Là, l'entreprise individuelle, elle permet aussi d'avoir le micro-bénéfice agricole. Le micro-bénéfice agricole, c'est une possibilité qui est offerte aux agriculteurs qui font moins de 120 000 € de chiffre d'affaires. Et en fait, ils ont simplement besoin de déclarer leur chiffre d'affaires et leur revenu fiscal sera de 13% du montant déclaré. Et donc, cette déduction de 87% peut être intéressante. Donc l'avantage, je l'ai dit, grande simplicité et facilité de création. Il y a une protection depuis 2022 de la résidence principale qui est automatique, donc ça peut être intéressant et même plus intéressant. Et c'est adapté aux structures modestes. Alors attention, par rapport à la protection de la résidence principale depuis 2022, il y a une clause d'insaisissabilité qui est automatique. Mais on se doit de ne pas de mettre de garantie sur cette maison auprès de la banque. Auquel cas, ça annule de facto cette incessabilité de la maison. Et donc, l'inconvénient que l'on retrouve dans les exploitations individuelles, c'est notamment lorsque l'on souhaite s'installer à plusieurs. Alors, même si on veut s'installer en couple, on a la possibilité d'avoir le statut de coexploitant. En réalité, ce n'est pas nécessairement intéressant. Dès qu'on veut être plusieurs, on crée une société. Alors, on a différentes sociétés, les GAEC, les EARL, les SCEA. Ces 3 sociétés sont cadrées par le code rural et ont pour objet une activité agricole. J'ai rajouté les SAS et SARL. Les SARL et SAS, elles sont utiles notamment aujourd'hui lorsqu'on a de la vente d'énergie par biais de panneaux photovoltaïques, mais aussi lorsqu'on a des unités de méthanisation ou encore lorsqu'on fait de l'achat-revente pour des marchés.
je suis arboriculteur, je vends des pommes, mais si je veux avoir plus de clients, j'ai peut-être intérêt à diversifier mes produits, auquel cas je vais acheter du fromage de chèvre à mon voisin, je vais acheter du miel à l'apiculteur d'à côté, et je vais pouvoir vendre du fromage, des pommes et du miel sur mon stand lors des marchés. Le miel que je vais acheter et le fromage que je vais acheter, eux, résultent d'une activité commerciale et non d'une activité agricole. Par conséquent, je vais être obligé d'avoir un statut de SARL ou de SAS. Alors, qu'est-ce que l'activité agricole? L'activité agricole, c'est la maîtrise d'un cycle biologique à caractère animal ou végétal. Et bien sûr, ça prend aussi en compte toutes les activités qui sont dans le prolongement du processus de production à partir du moment où celles-ci ont lieu sur l'exploitation de production. Alors vous avez un tableau, c'est pareil, je vous encourage à le lire à tête reposée avec différentes spécificités. On constate qu'en GEC, on ne peut avoir que des associés exploitants, alors qu'en ERL, seul l'associé majoritaire doit être exploitant. Et on a en GEC aussi le principe de transparence qu'on a partiellement au niveau de l'ERL, ce qui permet de pouvoir, bénéficier d'aides supplémentaires. Tout à l'heure, on parlait du micro-bénéfice agricole. En GEC et en ERL, on peut le limiter par le nombre d'associés. Sachant que pour le GEC, ça existe depuis toujours, mais pour l'ERL, c'est assez récent. Donc voilà, je vous laisse regarder ce tableau si vous le souhaitez. Moi, pendant ce temps-là, j'avance pour ne pas vous noyer avec trop d'informations. Alors, je vous ai rajouté deux sociétés en agriculture qu'on retrouve les GIE. Les GIE sont utilisés pour l'achat, par exemple, de carburant, mais aussi l'achat de semences pour pouvoir se fédérer et passer par une société qui permettra de réduire les coûts compte tenu qu'il y aura des gros volumes qui seront achetés. On retrouve les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, qui peuvent être créées à partir de 4 adhérents. Et celles-ci permettent de minimiser en fait les charges de mécanisation. On retrouve la SARL que j'ai déjà citée tout à l'heure, mais là je l'ai remise parce que c'est vraiment celle-ci qu'on retrouve le plus en société commerciale en parallèle des sociétés agricoles. Et on a les SNC, les sociétés en non collectif. Alors plus rare, mais ça peut être ça peut apporter une forme de souplesse, notamment par exemple si je veux acheter du matériel en copropriété avec 3 agriculteurs, je ne pourrais pas le faire en CUMA compte tenu qu'on n'est pas 4, alors on pourra opter pour un statut juridique comme la SNC. Maintenant, le droit lié au foncier. Le droit lié au foncier, on a pour habitude en agriculture d'utiliser des termes qui sont les modes de faire valoir, direct et indirect. Alors, je trouve ça relativement pompeux, mais il s'avère que dans certaines régions de France, on les utilise plus ou moins. Dans le Grand Ouest, j'ai pas l'impression qu'on utilise le terme de mode de faire valoir. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Le mode de faire valoir direct, c'est le foncier qu'on détient en propriété. Le mode de faire valoir indirect, c'est le foncier qu'on détient en location. Et qui dit foncier en location, dit baux. On va retrouver des baux de 9 ans, mais aussi des baux de 18, 25 ans et de carrière. Et tous ces baux ont des spécificités, notamment leur durée, mais aussi l'éventualité de majoration ou d'avantages fiscaux. Tous les baux à long terme, donc les baux à long terme 18, 25 ans et de carrière, sont, des baux qui permettent d'avoir des exonérations fiscales pour le propriétaire et d'avoir des majorations. Alors l'avantage pour le preneur, le locataire, c'est avant tout d'avoir du foncier qui est détenu sur une période relativement longue. Si vous faites un bail de 9 ans lorsque vous vous installez et que vous faites vos pré-JA sur 12 ans et que vos propriétaires, ou il suffit d'un propriétaire avec beaucoup de surface, vous dit par courrier recommandé avec accusé de réception 18 mois avant la fin du bail, vous informe qu'il va récupérer les terres. À ce moment-là, ça pose un gros problème compte tenu que vous êtes toujours sous le poids de vos emprunts liés à votre installation. Donc, le gros avantage des baux à long terme pour vous, c'est que vous pouvez, en tant que preneur, locataire, si vous êtes concerné ou si vous serez concerné demain, vous êtes à même de, avoir une sécurité sur le foncier. En contrepartie, on vous demandera une majoration de fermage et en plus, le propriétaire, lui, peut avoir une exonération sur les droits de succession.
Alors pareil que tout à l'heure, vous pouvez prendre le temps, relire tranquillement le tableau, et je l'ai bien marqué à droite, l'intérêt des baux à long terme. En bas, on a les baux cessibles. Alors les baux cessibles, ils sont développés, alors, et je crois qu'ils datent de 2006, mais ils étaient très peu utilisés dans un premier temps. Mais plus on avance dans le temps, plus on a des installations avec des jeunes qui sont non issus du milieu agricole. Et historiquement, un agriculteur pouvait transmettre automatiquement le foncier qu'il détenait en location à son descendant direct, à son enfant. Or, aujourd'hui, on a des agriculteurs qui cèdent à des tiers qui ne sont pas issus de la famille. Et donc, naturellement, ça a posé des problèmes par rapport au foncier. Donc, le bail cessible est une option qui permet aux locataires en place de transmettre facilement le foncier à son successeur, même s'il n'est pas issu du milieu agricole. Alors, vous avez un tableau comparatif qui vous permet de voir les avantages du bail de 9 ans et du bail cessible. Je reviens maintenant sur un bail, le bail amphithéotique, qui lui n'est pas dans le droit rural. Je le mets là parce que c'est plus simple pour la présentation, mais il n'est pas dans le droit rural et tout le monde peut être concerné par le bail amphithéotique. Mais le bail amphithéotique en agriculture a toute son importance. En fait, il permet de construire, notamment un bâtiment, avec un système de traite sur un sol qui n'appartient pas à l'agriculteur, sur un sol d'autrui. C'est à toute son importance parce qu'il faut savoir que toute construction en temps normal est propriété du propriétaire du sol. Donc si vous êtes locataire même du foncier des bâtiments, ça devient tout de suite problématique. Si vous voulez moderniser votre exploitation, alors on vous encourage vivement à faire un bail amphithéotique qui a une durée de 99 ans et qui vous permettra, au maximum, et qui vous permettra de pouvoir sécuriser votre outil de production et votre exploitation. Alors cette vidéo touche à sa fin. On a un complément de cours qui est disponible au format PDF et comme d'habitude, une auto-évaluation qui est disponible pour vous situer dans vos apprentissages et éventuellement pour identifier quelques lacunes qui seraient à compenser. Donc je vous dis à bientôt et je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo.